Ainsi, c'est l'heure. J'inviterai donc M. Carl Plante de la MRC de l'Érable à prendre la parole. Je vous cède la parole, M. Plante. Alors, bonjour à toutes les participantes, tous les participants de ce webinaire. Je me nomme Carl Plante, aménagiste régional à la MRC de l'Érable. Je peux dire que j'ai le privilège aujourd'hui d'introduire cette rencontre qui vise à vous présenter le portrait du plan régional des milieux humides, hydriques et, comme on le disait, naturels de la MRC de l'Érable. Donc, chez nous, dans l'Érable, on a choisi d'inclure à la démarche l'ensemble des milieux naturels, étant donné que cette dimension forme un tout cohérent. Donc, on a ajouté, comme on le disait, le N à l'acronyme PRMHH. C'est en 2019 que la MRC de l'Érable a décidé conjointement avec 3 autres MRC du centre du Québec, soit avec Nicolette, Yamaska, Drummond et Arthabasca, de s'unir pour réaliser ce qu'on appelle communément le PRMNHH ou PRMHHN. Donc, on a décidé conjointement de donner le mandat de l'essentiel de la réalisation de ce plan au Conseil régional de l'environnement. Ainsi, c'est l'équipe du Conseil régional, du CREC, qui va assurer le reste de la rencontre d'aujourd'hui. Nous espérons que vous aurez des questions et des commentaires. Mais avant de leur laisser la parole, je souhaite vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à l'équipe du CREC pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Carl. Donc, Andréane Blais, directrice générale du Conseil régional de l'environnement au Centre du Québec. C'est un plaisir de vous présenter avec mon équipe, Marjorie Lagueux et Anaïs Messier, le portrait de la MRC de l'Érable. Tout d'abord, on va commencer par la diffusion d'une capsule vidéo. S'il y a un problème avec le son, s'il vous plaît, m'en aviser dès le départ. En 2017, le gouvernement du Québec a confié au MRC l'obligation de produire des plans régionaux de milieux humides et hydriques. Ces plans régionaux n'ont pas pour objectif de remplacer les lois ou les règlements comme la loi sur la qualité de l'environnement, mais plutôt pour assurer une certaine conciliation entre les objectifs de conservation et ceux du développement. Il y a 4 MRC au centre du Québec qui ont décidé de se regrouper. Cette collaboration nous permet de créer une dynamique régionale, de contribuer à la dynamique régionale pour définir des objectifs communs et éventuellement aller en action, définir des actions qui pourront être bénéfiques pour les 4 MRC. Alors, la démarche de réalisation du plan a débuté en juin 2019 et elle va se terminer en septembre 2021. Il y a 4 étapes, en fait, peut-être plus que 4, mais des étapes importantes. On peut dénoter dans la réalisation du plan un portrait, ensuite un diagnostic et des enjeux. Par la suite, il y aura une vision avec des orientations qui vont être définies, on espère de manière commune, pour éventuellement terminer avec un plan d'action. Alors, il y a 3 principes obligatoires dans le plan. Il y a premièrement aucune perte nette. On ne peut pas en perdre à l'échéance du plan, ça prend la même quantité. Il y a la gestion de l'eau par bassin versant qui doit être prise en compte, ainsi que les changements climatiques. Donc, quand le plan va être terminé, suite à son adoption, il va ensuite être intégré dans un règlement de contrôle intérimaire que les MRC vont adopter. Et il faudra assurer la compatibilité de notre plan avec le contenu des schémas d'aménagement des différentes MRC. Tournés vers l'avenir, les MRC ont décidé d'entreprendre une démarche globale qui intègre tous les milieux naturels, donc les friches, les forêts, les milieux humides, les milieux hydriques, ainsi que le concept de la connectivité. Nos milieux humides couvrent 12 % de notre territoire, caractérisés par les grandes tourbières à l'est, ainsi que par les milieux humides riverains au lac Saint-Pierre. Nos milieux hydriques serpentent le territoire sur 12 500 km et les principaux bassins versants sont la Saint-François, la Nicolet, la Yamaska ainsi que la Bécancour. Les milieux boisés couvrent près de 50 % de notre territoire. Ils sont composés principalement de forêts feuillues et mixtes. Il est maintenant prioritaire d'assurer l'équilibre fragile entre la conservation et le développement, et ce, afin d'assurer une qualité de vie pour les générations actuelles et futures. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site patrimoinenaturel.ca.
Donc, comme vous avez pu le constater dans la capsule et selon ce que Carl a mentionné au début, les plans régionaux des milieux humides et hydriques, les PRMHH, c'est une obligation en vertu de la loi sur l'eau, soit les articles 15 à 15,7. Dans cette loi, il est indiqué que les MRC de la région doivent identifier les milieux humides et hydriques, soit les milieux qui présentent un intérêt écologique, les milieux qui doivent être encadrés par l'encadrement des activités, et les milieux qui présentent un intérêt au niveau de la restauration et les territoires nécessaires à la création. Afin d'encadrer cette démarche dans la réalisation, les 4 MRC du territoire, soit la MRC de l'Érable, Arthabasca, Drummond et Nicolet-Yamaska, se sont joints pour réaliser la démarche conjointement et ont mandaté le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec pour réaliser la démarche. En plus des milieux humides et hydriques considérés, la démarche prend en compte les forêts, la connectivité et les friches. Vous retrouvez l'ensemble de l'information sur le site patrimoinenaturel.ca. La démarche prend en compte 6 grandes étapes, soit l'amorce de la démarche, le portrait, le diagnostic, les engagements de conservation, le plan d'action, ainsi que le dépôt, le premier dépôt en septembre 2021 au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Nous en sommes présentement rendus à l'étape du portrait où nous présentons au niveau public l'ensemble de ces résultats. Les portraits ont aussi été déposés au Conseil des maires des différentes MRC, donc l'ensemble des élus des conseils des maires des 4 MRC, et une présentation leur a aussi été partagée. À travers l'ensemble de ces grandes étapes, différents webinaires sont offerts, soit un webinaire en juin dernier pour présenter l'amorce de la démarche, un webinaire aujourd'hui, et nous vous invitons à mettre à vos agendas les webinaires du 15 mars, du 15 mai, une grande consultation en juin où l'ensemble des éléments de consultation vous seront partagés d'ici là, et un webinaire le 15 octobre. L'ensemble de ces webinaires sont l'occasion de vous partager l'information réalisée et émettre vos commentaires. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre qui est disponible sur le site patrimoinenaturel.ca afin de vous permettre mensuellement de suivre l'évolution de la démarche. À chacun de ces webinaires, vous avez l'opportunité de remplir un formulaire en ligne vous permettant de partager vos commentaires sur les outils développés. Nous rentrons donc dans une consultation d'1 mois relativement au portrait et la consultation du portrait se terminera le 15 mars prochain, après quoi nous pourrons présenter les résultats aux différentes MRC. Nous rentrons maintenant dans la présentation du portrait. Donc, le portrait de la MRC de l'Érable contient 4 documents principaux, soit le contexte du Centre du Québec, le contexte environnemental, le contexte d'aménagement, ainsi qu'un atlas cartographique. L'ensemble de ces documents sont présentement disponibles sur le site patrimoinenaturel.ca en format PDF, et ainsi que le formulaire vous permettant d'émettre vos commentaires. L'ensemble des photos qui sont partagées durant cette présentation démontre à quel point le Centre du Québec est riche de plusieurs milieux naturels, ce qui compose notre patrimoine naturel collectif. Commençons d'abord par le contexte du Centre du Québec. La région du Centre du Québec est composée d'un territoire de 7262 km² et se scinde en 2 plateaux géologiques, soit les Basses-Terres du Saint-Laurent, avec un relief plutôt plat, où la mer de Champlain a créé des lacs et éventuellement, ces lacs se sont transformés en plusieurs milieux humides, dont les grandes tourbières ouvertes. Nous avons aussi le secteur des Appalaches, territoire plus vallonneux, où les milieux humides sont plus isolés et plus petits. Le territoire du Centre du Québec est composé de 79 municipalités réparties dans 5 MRC différentes, soit la MRC de Nicolet, de Drummond, d'Arthabasca, de l'Érable et de Bécancour. Nous avons aussi une Première Nation Abénaki sur les territoires d'Odanak et de Wolinak. Nous en profitons pour saluer tous les efforts qu'ils ont investis dans la protection des milieux naturels sur leur grand territoire historique. 6 grandes villes composent le territoire, soit la ville de Drummondville, avec une population de 78 345, la ville de Victoriaville, avec une population de 47 516,
la ville de Princeville, de Plessisville et de Nicolet. Ces 5 grandes villes, c'est les villes qui sont ciblées dans le cadre là, des 4 MRC participantes au PRMHH. La population est composée majoritairement d'une population urbaine et d'une population rurale avec 34 %, totalisant 247 333 populations, soit 2,9 % de la population du Québec. Le territoire est majoritairement en terre privée, soit 73 % du territoire, et on a un territoire à 27 % public. Dans la loi, il est indiqué que le PRMHH s'applique uniquement aux terres privées. Je vous présente maintenant le portrait des différents milieux au niveau du centre du Québec et des 4 MRC participantes. Au niveau de l'utilisation du sol au centre du Québec, c'est majoritairement les milieux boisés avec 46 %, les milieux agricoles avec 38 %, les milieux humides avec 12 %, ainsi que les eaux profondes à 4 % et les friches à 3 %. Le secteur anthropique représente environ 6 % avec les zones bâties et les routes et leur emprise. En ce qui concerne les milieux humides, nous retrouvons 4 grandes catégories de milieux humides, soit les tourbières, qui se composent d'un 30 cm et plus de tourbe et de matière organique, les marécages, qui se composent majoritairement d'une forêt adaptée à ce type de conditions et un couvert forestier de plus de 25 % et des arbres de plus de 4 mètres. Le sol est typique de ces milieux, soit avec la présence d'ocre ferreux. Les marais et les étangs, caractérisés par une eau peu profonde et un type de végétation adaptée. Au niveau des étangs, nous pouvons retrouver des étangs temporaires et permanents, ce que nous appelons aussi les étangs vernaux. Les milieux humides, comme on voit sur la carte au centre du Québec, représentent 12 % de la région. Et comme mentionné, il y a une distinction entre les milieux humides des Appalaches et ceux des Basses-Terres du Saint-Laurent. Soit 80 % de nos milieux humides sont forestiers, ce qui représente 20 % de nos forêts. Au niveau de la répartition par MRC, la MRC de l'érable domine avec 19 % de son territoire, notamment des grandes tourbières ouvertes. La MRC de Nicolet-Yamaska avec 12 %, notamment par les grands milieux riverains du fleuve Saint-Laurent dans le lac Saint-Pierre, composé de marais. La MRC d'Arthabasca et de Drummond avec 8 %. Au niveau des milieux hydriques, nous retrouvons autant des plans d'eau, comme le lac William ou Joseph, le lac Nicolet dans nos différentes MRC, les 3 lacs. Nous retrouvons aussi la grande réserve de biodiversité du lac Saint-Pierre, reconnue par l'UNESCO. Et nous retrouvons aussi les différents cours d'eau en milieu agricole, urbain et forestier qui serpentent à 12 500 km sur notre territoire. L'ensemble de ces plans d'eau se déverse dans ce qu'on appelle le bassin versant. C'est la proportion du territoire qui est drainé par un cours d'eau principal et ses tributaires, lesquels s'écoulent et convergent vers un même point de sortie appelé exutoire. Le point final ici pour la région est le fleuve Saint-Laurent. 4 grands bassins parcourent notre territoire, soit la Yamaska conjoint avec la Montérégie, la rivière Saint-François qui va jusqu'aux États-Unis, notamment avec le lac Champlain, le bassin de la rivière Nicolet qui se déverse à son exutoire vers la municipalité de Nicolet, le bassin de la Bécancour que nous partageons aussi avec la région de Chaudière-Appalaches et finalement de plus petits bassins versants. Au niveau des MRC, la MRC de Drummond a le plus grand réseau linéaire de cours d'eau, soit 3038 km linéaires. La MRC d'Arthabasca, 2904, suivie par l'Érable et Nicolet-Yamaska. Au niveau de nos forêts, nous avons 4 grandes catégories. Les forêts humides, composées surtout de tourbières boisées et de marécages, comme mentionné, représentent 80 % de nos milieux humides, soit 20 % de nos forêts. Les feuillus, les résineux et les forêts mixtes composant de feuillus et de résineux. La répartition sur cette carte de nos forêts, majoritairement localisées dans les Appalaches. Au niveau des MRC, c'est la MRC de l'érable avec 60 %, suivie par Arthabasca avec 51 %, Drummond 43 % et Nicolet-Yamaska avec un couvert sur son territoire de 25 %.
Au niveau des friches, les friches sont des habitats considérés dans la conservation des milieux naturels de par leur importance pour les oiseaux champêtres notamment. Les oiseaux champêtres représentent le groupe d'oiseaux au niveau mondial qui est le plus en déclin. Donc, on considère l'importance pour ce grand groupe et pour aussi favoriser de nombreuses autres fonctions écologiques. Les friches représentent 3% du territoire du centre du Québec, répartis notamment dans la MRC de Drummond et d'Arthabasca à 3,1% de leur territoire, l'érable à 2,8% et Nicolet-Yamaska 2,7%. Finalement, pour le portrait du centre du Québec, on peut mentionner ici le concept de connectivité, qui est un concept essentiel au maintien du bon fonctionnement de nos écosystèmes, notamment dans un cadre de changement climatique où nos espèces sont de plus en plus migrent vers le nord dû aux patrons de température et hydrologiques qui varient. Donc, on se doit ici d'assurer la connexion entre les grands massifs de milieux naturels. Ici, on a une belle photo qui représente cette merveilleuse connectivité sur la MRC d'Arthabasca. Vous avez ici la répartition de ces grands réseaux de connectivité sur le territoire, un réseau qui a été fait par analyse géomatique et consultation auprès d'une multitude d'acteurs du centre du Québec afin d'adapter ce réseau aux différentes contraintes présentes sur le territoire. Donc, nous avons des réseaux aquatiques pour la faune ichtyologique, donc pour les poissons, la loutre et le vison, et des grands couloirs de connectivité terrestre pour les grands mammifères et les oiseaux forestiers. Je cède maintenant la parole à Marjorie Lagueux qui va vous présenter le contexte environnemental. Donc, bonjour à tous. En fait, le contexte environnemental va débuter avec la présentation des milieux humides. Donc, vous pourrez voir une photo ainsi que la carte qui vous montre l'étendue des milieux humides sur le territoire. En fait, cette carte provient du ministère de l'Environnement ainsi que de Canard Illimité. Donc, c'est une carte qui a été réalisée par analyse géomatique. Donc, selon cette analyse, il y aurait 19% du territoire de la MRC qui serait composé de milieux humides et 16% des forêts de la MRC sont des forêts humides, donc les marécages ainsi que les tourbières boisées. Puis, on peut voir aussi que les milieux humides là, se situent en grande majorité dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, ensuite, au niveau de la proportion de milieux humides par typologie, on voit bien que ce sont les tourbières boisées ainsi que les marécages là, qui dominent le territoire. Maintenant, en ce qui concerne les municipalités, on peut voir que celle de Villeroy en compte une grande partie. Donc, selon la littérature, en fait, la proportion de milieux humides pour un territoire devrait se situer entre 6 et 12 %. 6 % étant le seuil critique et 12 % étant le seuil idéal. Donc, dans la MRC de l'érable, on peut voir qu'il y a 4 municipalités qui ont un seuil inférieur au seuil critique de 6 %. Donc, au niveau des perturbations, les perturbations, en fait, ont été évaluées de façon géomatique, mais aussi avec des données qui étaient disponibles. Ça provient aussi des consultations avec les acteurs régionaux. Donc, au niveau des réseaux de transport, là, en ce qui concerne les chemins de véhicules hors route, il y aurait environ 800 hectares de milieux humides perturbés. On note aussi les chemins, les ornières et les drainages forestiers là, gérés sans précaution qui pourraient perturber nos milieux humides. Les sablières aussi qui empiètent sur nos milieux humides, soit environ 100 hectares. Et on note aussi le développement de l'urbanisation et le développement agricole. Donc maintenant, au niveau du schéma d'aménagement et de développement et au niveau de la réglementation, en fait, il n'y a pas de réglementation qui existe présentement à la MRC là, au niveau de la conservation des milieux humides. Toutefois, on trouve des orientations là, liées à la protection des milieux humides, soit protéger l'intégrité des milieux humides de la MRC en accordant une attention particulière à ceux d'une importance écologique élevée et à ceux qui sont les moins perturbés par des interventions humaines. Donc, si nous passons maintenant au milieu hydrique, on peut voir sur la carte qu'il y a 4 bassins versants principaux, soit le bassin versant de la Nicolet, Bécancour, aussi de la rivière du Chêne et de la petite rivière du Chêne. Donc, il y a environ 2000 km de cours d'eau sur le territoire. Donc, si vous voyez la carte
de la qualité de l'eau des stations provenant du ministère. Donc, en fait, à Notre-Dame-de-Lourdes, pour la rivière Bourbon, on note que la qualité de l'eau est de mauvaise qualité. Et ensuite, pour la rivière Bourbon à Plessisville, la qualité de l'eau serait douteuse. Donc ici, on voit les zones inondables. En fait, ce sont des endroits qui sont instables et où la sécurité publique est en cause. Par exemple, on pourrait cibler ces endroits pour faire de la restauration de milieux humides, notamment pour la rétention des eaux. Donc, en fait, les inondations là, sont mesurées par rapport à leur niveau et à leur fréquence. On utilise donc à cet effet la notion de récurrence. Donc, au niveau des inondations sans récurrence, on note au long de la rivière Bécancour. Ensuite, au niveau de la récurrence 0-2 ans, ce qui représente une chance sur deux qu'une inondation se produise dans l'année. Ensuite, pour les zones à récurrence 0-20 ans, là, une chance sur 20. On en note autour des lacs William et Joseph. Donc ensuite, on a aussi les embâcles de glace là, qui peuvent causer des inondations. Il y en a au niveau des rivières Bulstrode et Bourbon à Sainte-Sophie-d'Halifax, au niveau de la partie aval de la rivière Fortier, aussi au niveau du lac William et au niveau de Bullard et du lac Joseph. Donc, en fait, ces éléments nous ont amenés à évaluer la proportion du sol dans les zones inondables. Donc, on peut voir sur le diagramme que le milieu anthropique et tout ce qui est relié, en fait, au niveau bâti là, est assez faible au niveau de 3 %. Et on voit que le milieu agricole et l'eau profonde sont l'occupation du sol les plus importantes dans les zones inondables. Donc, maintenant, en ce qui concerne les perturbations, on note en milieu forestier les traverses à gué, les ornières et le drainage qui perturbent nos milieux hydriques. Ensuite, en milieu agricole, on note le drainage, le ruissellement de surface ainsi que la pollution diffuse. Mais afin de contrer ces problématiques, il y a de nombreux diagnostics d'érosion qui ont été réalisés sur le territoire des MRC de la région. Et aussi, en milieu urbain, la problématique majeure est le taux d'imperméabilisation des surfaces qui sont connectées à un réseau de drainage pluvial. Donc maintenant, pour les cours d'eau rectifiés, on peut voir sur la première image, en fait, l'état initial d'un cours d'eau. Et on peut voir par la suite qu'il est plus linéaire en raison des modifications faites par l'humain. Donc, par une analyse de photos aériennes, on a pu noter les tronçons de milieu hydrique identifiés comme étant rectifiés. Donc, ce sont les lignes qui sont en mauve sur la carte. Et il y aura environ 50 % des cours d'eau qui seraient rectifiés sur le territoire de la MRC. Donc, la MRC peut réaliser des travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des cours d'eau. Il y a certaines interventions qui sont récurrentes en raison des cônes alluviaux et des fortes pentes. Donc, ces interventions sont notamment sur la rivière Bourbon, Bullard, Bulstrode, Chesnay et Pinette. Donc, vous voyez ici des sous-bassins qui ont été priorisés. En fait, priorisés parce qu'on a noté des problématiques importantes au niveau de ceux-ci. Donc, pour commencer, il y a le bassin versant de la rivière Bourbon. Donc, il y a la présence de nitrites, nitrates et des coliformes fécaux, des rejets d'eau usés dans l'environnement, des débordements saisonniers de la rivière, de la diminution du couvert forestier riverain, ainsi que la perte d'habitat pour la tortue des bois. Ensuite, au niveau du bassin de la Bulstrode, on note la présence de nitrites, nitrates, de l'érosion des berges et des terres agricoles et forestières, la présence de l'autoroute 955 qui apporte des contaminants au cours d'eau, ainsi que la rivière qui est sujette au débordement. Donc ensuite, c'est pour le sous-bassin de la rivière Noire. On note des bandes riveraines absentes ou déficientes dans plusieurs secteurs. Il y a des ponceaux aussi qui sont déficients et des sites d'érosion. Les rivières sont sujettes au débordement et la perte d'habitat pour la tortue des bois. Donc ensuite, au niveau du sous-bassin Golden, la bande riveraine est absente ou déficiente et même artificialisée.
et on note des problématiques d'érosion. Ensuite, pour le bassin Bullard, on note de nombreux travaux de redressement et une faible superficie de milieu humide. Ensuite, pour le bassin versant de la rivière Pinette, on note les bandes riveraines qui sont absentes, déficientes ou artificialisées. Il y a aussi de l'envasement et de la sédimentation, ainsi que la dégradation de la qualité de l'eau. Et finalement, pour Fortier et La Rose, on note des bandes riveraines, encore une fois, absentes ou déficientes, ainsi que des problématiques d'érosion. Donc, en ce qui concerne le schéma d'aménagement et développement ainsi que la réglementation, on note en fait le règlement régissant sur les matières relatives à l'écoulement des eaux. Donc, on note la définition explicite de ce que constitue un cours d'eau. Et selon le type de cours d'eau qui a été identifié, on note les interventions autorisées ainsi que celles qui sont interdites. Donc, maintenant, pour les milieux boisés de la MRC, on voit sur la carte le couvert forestier, donc il représente 60% du territoire et il y a 16% d'entre eux là, qui sont des milieux humides, donc qui incluent les marécages et les tourbières boisées. Sur la prochaine diapositive, on peut voir que les types de peuplements les plus importants sont les peuplements feuillus et mixtes. Donc, vous pouvez voir sur le prochain tableau que la proportion de forêts par municipalité est assez élevée. Donc, selon la littérature, la proportion de couverts forestiers devrait se situer entre 30 et 50 30 étant le seuil critique et 50 le seuil idéal. Donc, dans la MRC de l'érable, il y a seulement la ville de Plessisville qui a un seuil inférieur au seuil critique de 30 Donc, sur la carte maintenant, on peut voir des points et des polygones qui représentent des éléments d'intérêt forestier. Donc, ces éléments d'intérêt représentent des forêts rares et forêts refuges. Donc, on peut voir le groupement à noyer cendré et frêne noire, groupement à noyer cendré et orme rouge, une pinède rouge, ainsi qu'un groupement à noyer cendré. Et on peut voir aussi au niveau des forêts matures que ce sont les types de couverts feuillus et mixtes, où il y a des vieilles forêts inéquiennes, donc c'est-à-dire des forêts là, qui comprennent plusieurs classes d'âge et de grandeur. Donc, au niveau des perturbations, on note le changement d'usage. En fait, la cause du changement d'usage principal est due au développement des petits fruits qui sont autorisés en vertu du règlement sur les exploitations agricoles. On note aussi la pression du développement urbain. Toutefois, c'est relativement assez faible. Donc, au niveau des changements climatiques, on note les ravageurs et les maladies qui peuvent affecter les épinettes, les frênes et les hêtres. Et aussi, nos forêts sont actuellement moins riches qu'autrefois et plus jeunes. Donc, concernant le schéma d'aménagement et de développement, il y a le règlement numéro 319 relatif à l'abattage d'arbres. Donc, l'abattage d'arbres est soumis à certaines conditions, notamment lorsqu'il est effectué aux abords d'un cours d'eau, dans une zone inondable et dans une zone de protection d'une prise d'eau potable. Donc, maintenant, en ce qui concerne les friches, elles représentent environ 3 % du territoire de la MRC. Elles sont d'une grande importance, notamment pour la biodiversité, le contrôle de l'érosion et la régulation du cycle hydrologique. Présentement, il n'y a aucune réglementation dans la MRC à cet effet. On note quelques perturbations au niveau des friches, soit le changement d'usage, soit au niveau de la foresterie, l'agriculture et les zones urbaines, et aussi les modifications des structures anthropiques là, qui sont liées aux bâtiments de ferme. Donc ici, vous voyez des observations d'espèces exotiques envahissantes. Donc, ce sont des observations qui ont été rapportées au ministère de l'Environnement. Donc, on peut s'attendre à ce que l'étendue des espèces exotiques envahissantes soit plus importante. Donc, en haut à gauche, on voit une image berce du Caucase qui a été observée à Laurierville. Ensuite, en haut à droite, on voit la renouée du Japon qui a été recensée principalement là, dans la municipalité d'Inverness. Et en bas à gauche, là, le roseau commun où il a été observé dans la ville de Villeroy et à Notre-Dame-de-Lourdes.
Donc, maintenant, pour le contexte d'aménagement, je vais laisser la parole à ma collègue Anaïs Messier. Oui, bonjour. Donc, effectivement, on poursuit avec le contexte d'aménagement. Dans ce chapitre, on a évalué plusieurs données. Donc, ce chapitre-là donne une idée des activités économiques les plus importantes, des activités de développement qui sont en cours et celles qui sont à venir. Pourquoi on a dû analyser ce genre de données-là pour la réalisation des plans régionaux? C'est qu'en ayant en tête et en localisant sur le territoire ces activités, on peut mieux planifier l'aménagement pour le futur. Le but étant toujours, comme il a déjà été mentionné, de concilier les objectifs du développement et de la conservation des milieux naturels. Parmi les éléments qui sont à considérer, il y a d'abord la démographie. Donc, la MRC compte environ 24 000 personnes, dont 65 % de ces 24 000 personnes sont concentrées dans les agglomérations de Plessisville et de Princeville. Toutes ces personnes représentent environ 10 % de la population du centre du Québec. La population a été en légère hausse dans les dernières années et elle est également vieillissante. Le vieillissement de la population pose entre autres des enjeux sur la demande en logement qui devra être modulée dans le futur. C'est un enjeu qui est observé à l'échelle de la MRC, mais également de la région et de la province. Pour ce qui est des secteurs économiques, donc l'agriculture est vraiment un moteur économique important pour la MRC. Ce sont les productions animales qui dominent l'industrie et le secteur laitier, en fait, est largement en tête en ce qui concerne les revenus générés et le nombre d'entreprises. La sériculture, la production de canneberge et la production de bois sont des activités qui sont assez bien représentées dans la MRC. D'abord, pour la sériculture, on note que 50 % de la commercialisation régionale de sirop est faite dans la MRC de l'érable. Donc, c'est une activité vraiment emblématique du territoire. Pour ce qui est de la canneberge, la MRC est la deuxième au centre du Québec en termes de superficie consacrée à cette culture. Et pour la production de bois également, on note que 52 % des revenus régionaux y sont produits. Finalement, troisième élément important à considérer, ce sont les perspectives de développement. Pour revenir sur la culture de la canneberge, la croissance pourrait effectivement se poursuivre étant donné que le contexte actuel est favorable à cette croissance. Élément très important qui est l'attractivité des lacs William et Joseph pour le développement de la villégiature et également la transformation de chalets existants en résidence permanente, ce qui pose en fait une nouvelle réalité pour la gestion de l'urbanisation dans ces secteurs. Ensuite, pour ce qui est du développement résidentiel, on a considéré les chiffres qui sont rendus disponibles par l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ. Ils ont mis à disposition récemment des projections concernant l'évolution du nombre de ménages par municipalité pour une période de 20 ans, donc sur la période 2016-2036. On s'est basé sur ces chiffres-là qui sont vraiment largement utilisés là, pour la planification. Par contre, c'est sûr qu'il faut garder en tête que ce sont des projections, que ce sont des chiffres volatiles et qui peuvent différer de la réalité pour toutes sortes de raisons et de contextes différents. On utilise les données de développement, d'évolution du nombre de ménages, puisque les secteurs où il est le plus probable qu'il y ait une demande accrue pour le développement résidentiel sont les secteurs où il pourrait y avoir un peu plus de travail à faire pour concilier les usages, concilier les objectifs de ce développement résidentiel et de la conservation des milieux naturels. Donc, pour ce qui est de la MRC de l'érable, d'ici 2036, la majeure partie des municipalités devraient enregistrer une légère baisse de population. Par contre, ce n'est pas le cas pour les municipalités qu'on voyait affichées à l'écran, qui sont les municipalités de Princeville, également d'Inverness et de Saint-Pierre-Baptiste. Ces deux dernières sont limitrophes au lac Joseph, ce qui pourrait être une partie de l'explication pour l'évolution du nombre de ménages attendus.
Maintenant, on peut passer à la prochaine image qui concerne les affectations. Donc, le graphique que vous voyez à l'écran montre tous les libellés d'affectation qui ont été attribués par la MRC aux différentes parties de son territoire. Toutefois, vous pouvez voir que le terme agricole qu'on voit à gauche de l'écran regroupe plusieurs affectations de type agricole et agro-touristique. Donc, elles ont été regroupées sous un même terme. C'est pour ça que vous les voyez apparaître de cette façon-là. Donc, l'affectation agricole recouvre la majeure partie du territoire et également accueille la majorité des milieux naturels du territoire. Donc, en gris, on voit les forêts. Donc, l'affectation agricole accueille 70% des forêts de la MRC de l'érable et 42% des milieux humides. Il y a également dans l'affectation forestière qu'on retrouve une proportion assez considérable des forêts et des milieux humides. On passe maintenant à un autre type d'analyse qu'on a pu faire. Ça concerne les zones avec potentiel de développement. La plupart des municipalités de la MRC ont établi ce que vous voyez en orange, qui sont des zones dans lesquelles il y a un plus grand potentiel de développement, en grande majorité à l'intérieur des périmètres urbains. Ce que vous voyez en rouge, ce sont donc les périmètres urbains. Pour les besoins là, de la présentation, il y a un zoom qui a été fait sur 3 municipalités. Donc, ce que vous voyez, le Princeville, Paroisse de Plessisville, Ville de Plessisville et Sainte-Sophie d'Halifax, donc 4 municipalités plutôt, pardon. Et puis, ces zones avec potentiel de développement-là, sur toute la MRC, font 290 hectares. Et ça ne veut pas dire que le développement résidentiel va être circonscrit dans ces zones, mais plutôt qu'il est possible de penser que c'est là que le développement résidentiel devrait se faire en priorité. Il y a également les terrains définis comme vacants qui ont été considérés, qui ont été localisés. Ces 2 éléments-là, ensemble, sont vraiment un premier pas pour l'analyse des opportunités et des défis qui pourraient se poser pour la conservation des milieux naturels, en particulier dans les zones urbaines. Par exemple, on peut voir les statistiques à l'écran que toutes les zones avec potentiel de développement de la MRC sont à 38% en milieu boisé, à 1% en milieu humide, à 11% en friche, et on y retrouverait 2 km de milieu hydrique de cours d'eau. Maintenant, on va avoir un petit aperçu global des outils de planification qui sont déjà en vigueur et donc qui sont très importants à considérer dans les nouveaux plans régionaux. D'abord, au schéma d'aménagement et de développement de la MRC, il y a plusieurs orientations d'aménagement qui concernent directement la conservation des milieux naturels. J'en ai mis 3 à l'écran pour vous donner un exemple. Donc, on y parle de l'amélioration de la quantité et de la qualité globale des eaux de surface, de la protection de l'intégrité des milieux humides, ainsi que de la protection des espèces animales et végétales en situation précaire dans la MRC. Donc, ça donne un aperçu. On peut voir qu'il y a déjà des orientations desquelles découlent des objectifs et des actions concernant la conservation des milieux naturels. Ce qui est le cas également dans les autres outils de planification qui se retrouvent sur la diapositive suivante. J'ai seulement mis les titres sur la diapositive. Donc, on retrouve ce genre d'orientation dans le plan de développement de la zone agricole, dans la planification stratégique de la MRC de l'érable, dans les plans directeurs de l'eau, dans le plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée, le PPMV. Maintenant, on peut passer à une petite parenthèse sur les changements climatiques. Donc, pourquoi on aborde les changements climatiques? C'est que les MRC ont l'obligation d'intégrer des considérations liées au changement climatique dans leur plan. Donc, les informations que vous allez voir s'afficher à l'écran proviennent de fiches qui ont été produites récemment par Ouranos. Ouranos, qui est un consortium québécois en climatologie régionale. Donc, pour faire un petit topo, un petit résumé des aléas climatiques qui sont attendus pour l'horizon 2041-2070. En hiver et au printemps, on parle de températures plus élevées,
d'épisodes de froid extrême plus fréquents, d'un cycle de gel-dégel plus fréquent également. Donc, la variation, le passage entre l'état de gel et de dégel serait plus fréquent au cours de la saison, avec, par exemple, tout ce qu'on peut s'attendre comme dommages à nos infrastructures. Les précipitations seraient également plus abondantes, mais pas sous forme de neige, plutôt sous forme de pluie. À l'été et à l'automne, on peut également s'attendre à une hausse des températures, à une hausse du nombre de jours de canicule par année, à une diminution des précipitations, donc à des possibilités plus élevées de sécheresse, donc à des pluies moins fréquentes, mais plus intenses, des épisodes de pluie plus intenses lorsqu'ils se présenteraient. Tous ces aléas climatiques ont déjà et auront dans le futur des conséquences sur plusieurs aspects de notre mode de vie. Donc, l'acériculture pourrait être touchée, par exemple, avec la diminution du couvert de neige, l'agriculture également, le tourisme. Il y a la santé aussi qui pourrait très probablement être touchée, par exemple, avec une plus grande dispersion d'espèces exotiques envahissantes liées à la santé humaine. On pense ici particulièrement à la tique qui propage la maladie de Lyme et à la berce du Caucase, et au phénomène d'îlots de chaleur, en particulier dans les zones urbaines cette fois-ci, qui est déjà un phénomène observable, mais qui pourrait certainement aller en s'aggravant et causer des problèmes de santé majeurs chez les populations vulnérables en particulier. Donc, on peut s'attendre à davantage d'hospitalisation à cause des effets de la chaleur. Le troisième aspect à considérer concerne tous les changements en fait, attendus sur le cycle hydrologique. Donc, on peut s'attendre à des inondations plus fréquentes et plus intenses, à une surcharge des réseaux d'égouts, à des risques de glissement de terrain plus élevés. Et finalement, on peut s'attendre à des conséquences sur nos milieux naturels. Entre autres, nos peuplements forestiers sont vulnérables au stress climatique, à la sécheresse qui cause une défoliation, donc les arbres vont perdre leurs feuilles, ce qui mène éventuellement à de la mortalité. Les friches, à cause de la sécheresse, seraient plus sujettes au feu, ce qui entraînerait là, très probablement des enjeux pour la sécurité publique. La disponibilité et la qualité des habitats pour la faune et la flore seraient diminuées. Et encore une fois, on parle d'une dispersion plus importante et probablement de l'apparition de nouvelles espèces exotiques envahissantes. Donc, le lien maintenant entre toutes ces projections climatiques avec les plans régionaux, c'est que donc, les changements climatiques vont être intégrés au plan, entre autres parce que les fonctions des milieux naturels sont utiles à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Et ces fonctions vont être prises en compte. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, on peut penser à la séquestration du carbone par certains écosystèmes, ce qui est une fonction majeure pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. En deuxième lieu, on peut penser à la rétention des eaux par certains écosystèmes. Il y a un lien à faire entre la rétention des eaux et la diminution des inondations. Et finalement, pour contrer le phénomène d'îlots de chaleur, eh bien, la présence des milieux naturels, des arbres en milieu urbain prend tout son sens. Donc, bref, on retire des bénéfices très importants pour notre qualité de vie, pour notre santé, de la présence des milieux humides, des milieux naturels dans notre environnement. Et plus ces milieux naturels vont être en santé, plus ils vont être intègres, plus ils vont être connectés les uns aux autres, eh bien, c'est certain que plus les bénéfices qu'on va en retirer risquent d'être importants. On voulait terminer la présentation en vous donnant un petit aperçu des milieux naturels qui sont déjà accessibles à la population. Vous pouvez voir quelques belles photos à l'écran. Je vous nomme une liste des milieux naturels accessibles qui sont en fait un accès privilégié à la nature pour les citoyens. Ce n'est pas une liste exhaustive, il est possible que j'en oublie. Donc, le parc régional des Grandes Coulées, le Mont Apic, le centre de ski de fond La Clé des Bois, le parc linéaire des Bois-Francs, le tracé de la Petite Ligne aussi, les lacs Joseph, William et Kelly, les sentiers Art et Nature des Appalaches, les chutes Lysander à Inverness et les chutes du Saut Rouge à Lister.
Voilà, c'était en fait les principaux éléments là, qui sont considérés dans l'élaboration du portrait des plans régionaux des milieux humides, hydriques et naturels. Pour terminer, je vous invite à consulter le site web www.patrimoinenaturel.ca. Le site va apparaître à l'écran. Vous allez pouvoir, premièrement, vous inscrire au prochain webinaire du 15 mars. En défilant plus vers le bas, vous allez pouvoir vous inscrire à l'infolettre pour recevoir un courriel une fois par mois sur l'avancement de la démarche. Toujours en défilant vers le bas de la page, en cliquant sur l'onglet « Portrait », vous allez pouvoir accéder aux différents documents dont il a été question aujourd'hui. Ils seront déposés d'ici la fin de la journée. Et très important, on vous invite à cliquer sur le formulaire pour pouvoir nous transmettre vos commentaires sur la présentation d'aujourd'hui. Je vais passer la parole à ma collègue Marie-Claude Lavigne pour animer la période de questions. Merci. Donc, je vous annonce que vous venez d'assister à la présentation du portrait de la MRC de l'érable dans le cadre de l'élaboration de son plan régional des milieux humides, hydriques et naturels, le PRM-HHM.